On est en live, la régie me dit qu'on est en live, tout va bien. Est-ce que vous devinez où nous sommes ici en ce moment? Nous sommes à Annecy, à 42 mètres de hauteur, sur la structure du Big Air, du Soch Big Air, du High Five qui commence demain, l'événement de la glisse qui va lancer un petit peu notre nouvel hiver, qu'on espère neigeux. En tout cas, il y en a, on est assis, on est là sur la neige. On a 3 émissions, Reblochot Show numéro 7, 3 émissions ce matin, et puis 3 émissions demain matin. On commence en fanfare avec Raph Regazzoni, Antoine Adélis. Merci d'être avec nous. Au sommet, faites gaffe de ne pas glisser, là vous êtes vraiment juste au bord. Ils sont en train de lisser la rampe d'élan. Donc Raph, on te présente quand même si on vous connaît. Raph, tu es commentateur France 2 pour tout ce qui touche au freestyle. Tu es à peu près un des 3 en France à être capable de citer tous les tricks qui sont faits depuis 15 ans. Et puis tu étais aussi juge à Sochi en 2014 pour les premiers JO freestyle. Tu es évidemment un fin connaisseur de tout ça et un des organisateurs, grand ordonnateur de toute cette structure-là. Merci en tout cas d'avoir réussi à nous construire un aussi beau Big Air. Rappelle-nous, le Big Air, il aura lieu? Alors, il y a les entraînements à partir de demain, enfin même d'aujourd'hui, et demain, vendredi, de 15h à 21h, et samedi aussi. Donc on retrouve le ski freestyle, le ski féminin hommes et femmes, et le snowboard. Très bien. En nocturne? Alors on est juste en début de soirée, comme ça laisse le temps à tous ceux qui veulent en profiter de pouvoir venir et de pouvoir aller manger au chaud après derrière. D'accord. Vous avez pensé à tout. Oui. Antoine Adélis, tu es un des meilleurs freestylers français, plutôt spécialiste de slopestyle. C'est ça. Tu es en équipe de France, tu as participé au JO de Sochi en 2014, tu prépares les prochains à Pyeongchang. Alors comment je sais que tu as été blessé, comment ça se prépare? Comment tu débutes? Dans quel état d'esprit tu débutes ce nouvel hiver? Là, ouais, effectivement, j'ai été blessé en juin, donc je reviens de mon épaule. Pour l'instant, ça se passe super bien. Écoute, j'ai repris les entraînements, l'épaule va bien, je suis confiant. Je reprends mes sauts, donc là, on a une prochaine gamme. On va partir au Canada, puis après en Autriche pour finaliser les entraînements, pour être prêt pour la saison et février, gros objectif. D'accord, très bien. En attendant, il fait encore chaud, on est en t-shirt, il fait bon. La neige va tenir, Raph? Ouais. C'est fait pour, on a eu les conditions climatiques particulières l'année dernière. On a eu les 2 jours les plus chauds du mois de septembre depuis 30 ans sur Annecy avec 27 degrés de moyenne. Et puis un jour de pluie derrière, donc franchement, on va dire que la météo fait plus trop peur de ce côté-là. Donc on est sûr que la neige tiendra, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Je voulais profiter des 15 minutes qu'on va passer ensemble. Pour parler du freestyle, vous commencez à avoir un peu d'expérience dans le freestyle. Vous avez connu le ski freestyle avant les JO, avant qu'il devienne olympique. Vous avez été acteur de ce milieu-là, de cet univers, toi en tant que juge, en tant que commentateur, toi en tant qu'athlète. J'aurais bien aimé avoir votre avis sur l'évolution du ski freestyle, qui est né, comme on le sait, au milieu des années 90, fin des années 90, en opposition avec le ski traditionnel, inspiré du snowboard. Les bosseurs, c'était principalement des skieurs de boss, voulaient un peu remuer tout ça. Ils ont inventé le freestyle. En 2014, ça devient olympique, donc ça devient quelque part un sport officiel. Aujourd'hui, quelques années plus tard, 4 ans plus tard, comment est-ce que le freestyle a évolué? Alors on va peut-être commencer par Raph. Quelles évolutions? 2010. Qu'est-ce que l'olympisme a changé dans le ski freestyle? Clairement, je pense que ça a permis, dans un premier temps, d'amener les lumières sur ce sport et de certainement donner plus envie à des nouvelles générations. Donc ça, c'est la première chose. Les retombées médiatiques des Jeux Olympiques sont importantes. Et puis l'évolution, c'est au niveau des structures d'entraînement, des structures de coaching, de préparation. On le voit, tous ces garçons-là sont entre ça se fait là en ce moment et je tout baille. C'est des choses qui sont énormément développées ces 4 dernières années, ce qui n'était pas le cas avant. Les snowparks existaient déjà dans ces lieux, mais il y a vraiment des mises en place qui se sont faites. On voit, c'est des vraies préparations qu'ils arrivent à suivre derrière. C'est vraiment beaucoup plus cadré, beaucoup plus carré. Après, on essaye, en tout cas pour ma part, avec des formats comme on le fait ici aussi, de garder quand même, on va dire, la culture de ce sport qui reste, on le fait pour le fun et on le fait pas que pour la compétition uniquement. Donc le High Five Festival, c'est vraiment le bon exemple à ce niveau-là. On retrouve les 2 aspects de ce sport, c'est-à-dire il y a l'aspect image,
vidéo avec les athlètes et puis l'aspect, on va dire, plus compétition et sport. Et les deux ne sont pas incompatibles, évidemment. Exactement, c'est pas incompatible et voilà, il en faut encore, mais c'est vrai qu'on voit vraiment une évolution de ce côté-là avec de la structure, de la mise en place, du coaching. On voit aussi une mise en avant des riders un peu plus importante. On le voit là, la présentation des équipes de France à Paris, qui n'existait pas vraiment avant. On voit beaucoup d'évolution dans la structure et la mise en avant de tout ce beau monde, on va dire. Antoine, tu confirmes en termes d'entraînement, toi qui as connu avant? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Moi, je trouve que ça s'est beaucoup professionnalisé, déjà énormément dans les esprits, en fait, on va dire des côtés compétiteurs, du côté de la compétition. Il y a vraiment quelque chose qui a évolué au niveau de termes de préparation physique en amont et au niveau des d'intensité d'entraînement. Donc ça, c'est sûr que ça a beaucoup changé. Après, on garde toujours notre côté, on va dire, corps dans le ski et ce qui permet d'avoir du fun, de faire de la vidéo. On garde vraiment les deux aspects, mais c'est vrai que le côté Jeux Olympiques a officialisé le fait que c'est un vrai sport et qu'on est admis dans la cour des grands, pour moi. Alors pour toi, dans ta saison, dans ton hiver, même dans ton année, parce qu'évidemment vous vous entraînez l'été aussi, ça représente quoi la préparation pour les Jeux Olympiques? Ça représente quoi en termes de, en pourcentage de temps que tu passes et que tu y consacres? C'est toute mon année. En fait, je base toute mon année sur le ski, donc après c'est moi qui répartis en fait mes charges d'entraînement, où je les place, suivant les saisons. On a des saisons off, mais on va dire que mes repos, mes vacances, c'est un petit mois dans l'année. Et puis après, il y a énormément de préparation physique, de la reprise d'entraînement, de l'airbag. Voilà, c'est vraiment crescendo en fait. On y va step by step et jusqu'à la neige, jusqu'aux compétitions pour pouvoir être prêt sur les grandes. Alors évidemment, avant les JO, il y a toutes les Coupes du Monde où il faut engranger des points pour se qualifier, etc. Bien sûr, ouais. C'est la course à la Coupe du Monde, les hivers. On va dans un pays, dans un autre, donc la récupération aussi fait beaucoup partie de notre entraînement. Et donc du coup, voilà, on en a 5 cette année, je crois. C'est bien ça, de Coupe du Monde. Ouais. Et du coup, avant les Jeux, ça lance bien la saison, ça nous permet de nous mettre dedans, avoir un petit coup de pression avant, ça permet de bien lancer la saison. Alors, avant que le ski freestyle soit olympique, c'était, tu l'as un peu évoqué, c'était un petit peu plus informel, on s'entraînait comme on pouvait, des structures se montaient, par exemple celle autour de Fabien Cataneo ou d'autres, des structures un peu informelles se montaient, et puis les entraînements étaient pas très structurés, on va dire. C'était un peu la jeunesse du sport. Est-ce que cette période-là, qui était aussi créative, est-ce qu'elle vous manque, cette période-là, à tous les deux? Moi, je vais dire que oui. Clairement, on le voit surtout au départ des courses. Maintenant, l'évolution, elle est vraiment là. Il y a des préparateurs de ski, il y a toutes ces choses-là qu'on retrouvait généralement sur l'alpin ou le ski cross, toutes ces choses-là. Il y a toute cette ambiance on va dire qu'il s'est un petit peu enlevé, on va dire, le côté un peu plus, on appelle ça chill, quoi, du truc avant la compétition. Avant, on arrivait les skis pas fartés, pas préparés, on arrivait pas forcément dans les meilleures dispositions. Et voilà, moi, ça me manque un petit peu, clairement. Après, on le retrouve aussi sur d'autres. Les X-Games, ça reste quand même encore aussi ce côté-là, le Dew Tour, un peu ces compétitions parallèles au circuit fédéral. Quoique maintenant, le Dew Tour… et qui existait bien avant les compétitions fédérales. Ouais. Et maintenant, le Dew Tour, c'est une étape qualificative pour l'équipe américaine. Donc ça fait partie aussi de leur circuit qualificatif, puisqu'ils ont pris en compte que certes, les Coupes du Monde, c'est le circuit officiel, mais quand on se retrouve avec des équipes qui ont énormément de niveau et énormément de potentiel, comme notamment les Nord-Américains, il faut d'autres événements qui, on va dire, ont une autre envergure et une autre pression, on va dire, derrière, pour pouvoir quand même avoir… un choix un peu plus important. Donc on le garde encore, on essaye aussi de le garder, on essaye de continuer. Il y a toujours des événements en parallèle de ces Coupes du Monde aussi qui existent. On en a besoin surtout. Voilà, il faut garder ce truc-là. Vous en avez besoin? Ouais, c'est vraiment une nécessité en fait de se couper, d'être hors du circuit aussi Coupe du Monde, d'avoir les compétitions privées telles que le Dew Tour et les X-Games. C'est hyper important pour nous parce que ça nous fédéralise pas, on va dire, mais c'est vrai que comme tu parlais avant les Jeux de Sochi, en fait on était un peu perdu dans le groupe de la compétition. En fait on n'avait pas encore d'équipe de France. L'équipe de France s'est formée 1 an avant les Jeux, donc voilà, on savait pas trop où on allait, il n'y avait pas de préparateur physique, pas de préparateur de ski, etc. Et maintenant en fait le fait qu'on peut négliger aucun point quand on est en compétition, et ça vient en fait petit à petit, et ça a été vraiment l'élément déclencheur. Je pense que ça a été les championnats du monde avant les Jeux Olympiques, où on avait fait une belle place, Jules Bonner et moi. Et du coup, ils ont mis en place l'équipe de France et c'est allé petit à petit, mais c'est vrai que ça a mis beaucoup plus de temps que les autres nations. Alors c'est vrai que c'est une particularité du ski freestyle d'avoir ces deux versants. Un versant
compétiteur olympique, fédéral, et puis un versant un peu plus créatif, avec des formats de compétition ou de démonstration comme ici, un peu plus libre. C'est une vraie particularité du ski freestyle, ça. Alors, on le voit par exemple, moi je travaille beaucoup avec Henrik Harlo et Phil Casavon. Henrik, c'est quelqu'un qui est sur le circuit compétition, qui a gagné la Coupe du Monde de Big Air l'année dernière, qui participe à ça parce que ça fait partie de ça. Mais derrière, ensemble, on a pu créer un événement qui était complètement créatif, le BNI aux Arcs, avec un parc créatif, avec un format complètement différent. Donc les deux sont compatibles, les deux fonctionnent. Il ne faut juste pas en oublier l'un pour l'autre et ça va dans les deux sens. De trouver le bon équilibre, et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, Antoine, un skieur comme Candide, qui est, on va dire, l'homme freestyle, un peu, si on devait définir le freestyler, ça serait Candide. Il a toujours combiné les deux. Ouais, à la fois, il est très compétiteur, il a gagné des médailles, et puis en même temps, il a développé plein de choses en termes d'image, de film, de compétition, de tricks aussi. Bien sûr, je pense que les deux sont complètement compatibles et ça fait même du bien en tant que rider de ne pas être trop dans la compétition, savoir un peu lâcher prise et se faire plaisir sur des beaux kicks en backcountry, profiter de la poudreuse et profiter surtout de l'image en fait. Or, on va dire caméra, Coupe du Monde, etc. Et tu as le temps de faire ça dans ton hiver ? C'est assez compliqué à organiser, mais il me le faut en fait, j'en ai vraiment besoin moi. Je sais que j'en ai vraiment besoin de cet esprit de couper et être hors compétition. C'est comme tous les sportifs en fait, quand il y a trop de compétition, à un moment on sature et on n'est plus performant. Et en fait, moi je pense que la performance vient aussi du fait de se faire plaisir. Et moi je me fais plaisir autant en compétition, mais je me fais vraiment plaisir dans une belle journée de poudreuse, à profiter, à faire de la vidéo et tout. Bah ça on peut en parler justement parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir Antoine devant les caméras et en vidéo hors compétition. Là il a lancé une petite vidéo sur internet il y a quelques jours qui a très bien marché et c'est un projet même en période de JO qui va sortir aussi dans l'hiver. Je te laisse en parler mais c'est quelque chose aussi qui était important de mettre en place de son côté je pense. Carrément. Tu as 2 minutes d'autopromo, tu peux y aller Antoine. Carrément. En fait, en gros, c'est des petits projets. Là, la petite vidéo que j'ai sortie, c'est vraiment une petite ligne de fin de saison l'an dernier. J'avais envie de couper, mon hiver était fini. Et j'ai pris ma pelle, je suis monté dans mon playground que j'appelle à La Plaine. C'est vraiment mon terrain de jeu favori. Et je suis allé chez Pédesseau, j'ai fait une petite ligne bien sympa avec un ami. Et voilà, ça m'a permis de voir autre chose. Et cette année, on a le projet de faire plusieurs petits épisodes sur La Plaine. Et du coup, qui vont un peu me couper en fait, des compétitions qui vont montrer une autre facette de ce que je fais dans le sport. Alors, ce qui est intéressant, on en parlait aussi, c'est que toi, tu as commencé assez jeune, même très jeune, à faire de la compétition de freestyle. Tu étais très compétiteur. Je me souviens, tu visais, c'était le podium avant tout. Aujourd'hui, tu as 21 ans, tu as finalement une longue expérience et tu commences à intégrer toutes ces facettes-là dans ton ski freestyle. Est-ce que ça vient avec l'âge ? Raph, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu as observé ça dans la carrière ? C'est un grand mot. C'est vrai qu'Antoine, alors la particularité par rapport à Antoine, on a une petite histoire en commun quand il était très jeune. À Bourg-Saint-Maurice, on avait créé avec une association d'amis une Jeep dans les rues avec de la neige enneigée, avec des rails et tout ça. Antoine avait quoi, 13 ans, 13-14 ans ? 13 ans. Et en fait, il est venu et il a gagné le Best Rookie là-bas. Il était déjà dans le mode un peu compétition, donc moi je le connais depuis longtemps. Puis après on s'est suivi tant que j'étais encore juge sur les CFR, les différents événements. Puis ensuite après les championnats du monde, comme il en a parlé, les Coupes du Monde, jusqu'au JO de Sochi. Donc c'est vrai qu'il a toujours été inclus par rapport à cette image de compétiteur. Clairement, il n'y a jamais eu vraiment de vidéos autour de lui, de projets autour de lui. Et là, le fait clairement on travaille ensemble aussi en dehors de tout ça et ça a été une discussion qu'on a eue, c'est tu vas voir que ça va te plaire, que ça va te permettre aussi de voir autre chose et clairement ce petit projet qui a été mis en place mais vraiment comme ça à la cool avec un pote à lui, on en a bien parlé et là justement les résultats que ça apporte, ça prouve que cette direction est intéressante et je me souviendrai quand il m'a appelé derrière, il m'a dit ça m'a fait plaisir de prendre l'appel, de shaper et de rider à la maison et voilà c'est ça aussi quoi, c'est cette évolution ça fait 5-6 ans qu'il est au haut niveau dans la compétition. Et là, l'étape aussi d'amener cette image, ça fait plaisir parce qu'on se catégorise beaucoup dans la vie, on catégorise beaucoup les gens, surtout dans notre sport. Et avoir une image, on va dire globale, et plutôt que d'être un compétiteur à 100%, c'est quelque chose qui vient avec l'âge aussi. On est à fond dans la compétition très jeune, on ne va pas chercher à côté forcément. Et après, derrière, on voit des vidéos qui nous plaisent. Et en fait, je pense que ça vient de là aussi sur l'évolution avec Antoine, quoi.
clairement. Ouais, carrément. Moi, ça a commencé beaucoup avec le club des sports La Plagne qui a vraiment évoqué la culture de la gagne avec moi, ce qui m'a permis d'être bon dès le début. Mais je pense que ce qui m'a permis encore d'être meilleur, en fait, c'est de m'ouvrir en fait à toutes ces voies de la vidéo et des choses que je connaissais pas hors compétition. En fait, j'avais un peu des œillères et maintenant je m'ouvre et en fait, je me rends compte que ça me rend meilleur, tout simplement. C'est intéressant parce que finalement, on va dire l'esprit freestyle qui peut être ou a pu être menacé par l'olympisme, parlons clairement, on a l'exemple des boss. Finalement, c'est bien de voir qu'il survit à travers tous ces projets et qu'il ne disparaît pas au profit des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques n'ont pas phagocyté toute l'image. C'est hyper important, je pense. C'est temps. vraiment l'ADN du freestyle, ce que tu es en train de dire. L'ADN du freestyle, il est là, c'est sûr. Ouais. Bon, on le voit cette année, hein, c'est les 20 ans du 1080. Pour ceux qui vont au festival, le ski Salomon qui était voilà. On va dire, ça n'a pas été le premier ski freestyle. Mais un des tout premiers, ouais. Un des tout premiers, surtout le premier qui a été commercialisé en tant que tel avec un team, avec toute la machine marketing derrière. Exactement, et je conseille aux gens, pour l'avoir vu et sélectionné pour le festival, je conseille à tout le monde d'aller le voir. Hein. Il y a des interviews sensationnelles de la Canadian Air Force avec JF Cusson qui est maintenant coach canadien, fédéral. Moi ça me fait marrer de le voir dans ce cadre-là parce que quand on l'a connu au tout début et qu'on peut aller voir dans ses interviews sur ce film, vous allez voir à quel point ces gens étaient punk à l'époque. et vraiment, bon, on va pas dire qu'il y en a plus dans notre milieu, mais on va dire que cette génération-là est passée à autre chose. Et en termes de compétition, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et il y a ce côté un peu moins anticonformiste qu'il y a pu y avoir au début, mais qui, on va dire, subsiste dans certains skieurs. On le voit, clairement à Henrik Harlaut, mais je prends un jeune exemple qui s'appelle Birkrud, c'est un jeune Norvégien qui arrive là, et c'est la première fois que je vois un Norvégien avec un vrai lifestyle. Et en fait, lui, il est dans la compétition, mais à côté de ça, on voit qu'il fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, qu'il développe son image aussi. Et je pense qu'on va y revenir un tout petit peu aussi, un peu à cet anticonformisme aussi derrière. Il y a besoin, clairement, le fédéralisme a apporté aussi beaucoup de sécurité pour ces athlètes. Les assurances, toutes ces choses-là qui sont mises en place par les fédérations, c'est important. Et ça apporte aussi une certaine sécurité derrière. Certes, ils ont des obligations en fonction de ça, mais ça ne les oblige pas non plus à faire qu'une seule chose. On n'est pas là à leur dire comme les footballeurs, à leur dire tu fais du foot, tu n'as pas le droit de faire de ski. Tu fais du ski, tu n'as pas le droit de faire de foot, vice versa. Il n'y a pas ça derrière non plus. Donc on garde quand même aussi à l'esprit qu'il faut être libre. Le meilleur exemple, on va dire, pour moi au niveau des fédérations en ce moment, c'est les Suisses. On a toujours l'habitude de voir les Suisses avec l'image carrée des Suisses qu'on connaît. Clairement, l'ambiance qu'il y a dans ce groupe suisse et de la manière dont c'est géré, il y a un anticonformisme qui subsiste dans ce groupe. Et on le voit quand même, on le ressent quand même. Et c'est ça qui est, je pense, qui est quand même important dans notre sport de garder aussi derrière. Et JO ou pas JO, voilà. Après, le seul truc par rapport au JO, c'est qu'il faut, pour les jeunes générations et les jeunes athlètes qui vont aller dans ce sens-là, il ne faut pas non plus tout miser là-dessus, c'est ça aussi. C'est très important, ça met une exposition importante. Certes, un résultat au JO, ça ouvre énormément de portes par la suite. On dit quand on gagne une médaille, le téléphone n'arrêtera jamais de sonner derrière. C'est clairement ça. Et ça, c'est important pour une suite de carrière qui s'arrête rapidement pour certains. Mais derrière, il y en a qui n'oublient pas qu'à côté, même s'il n'y a pas la médaille et qu'il n'y a pas le résultat escompté, c'est une grosse expérience. Antoine est allé aux Jeux Olympiques à 16-17 ans. Je pense que pour lui, cette expérience, c'était énorme. Et deuxièmement, ça va être super bénéfique pour les prochains Jeux Olympiques qui arrivent derrière, mais même pour sa carrière en général. Alors, merci de redire tout ça. Tu parlais de JF Cusson. Il ne faut pas oublier que la Canadian Air Force, Mike Douglas, etc., c'était des skieurs de boss, des compétiteurs, des mecs hyper pointus techniquement. Je voulais juste tu parlais de JF Cusson, tu parlais de punk, c'est une des personnes qui représente l'esprit du freestyle. Je pense que tu es d'accord, Antoine. Bien sûr. Et dans ce petit bouquin que tu connais, Raph, parce que tu es dedans, sur l'histoire du ski freestyle, il dit justement la beauté du sport, du ski freestyle, est que c'est tout la même affaire. Donc, il parle canadien. Tu n'as pas le choix, il fallait tout faire, c'était l'âme du sport. Donc il parlait des débuts du freestyle. Il faut tout faire. Tu n'es pas spécialisé en pipe, en slopestyle. Alors après, ça c'est un peu le truc qui s'est un petit peu développé et poussé aussi, malheureusement, et c'est normal, le niveau a tellement progressé, c'était ça aussi à l'époque, le fait que le niveau était encore en progression permettait de faire tout. On s'est jamais dit on était un athlète de big air, de slopestyle ou quoi que ce soit. D'ailleurs là c'est l'idée aussi, on retrouve Tori Wallace, il y a Kevin, il y a des gens comme ça.
c'est des gens qui sont des habitués du pipe, mais ça reste des skieurs. Et donc et voilà. Et pareil pour Antoine. Bah, ouais. Antoine qui a fait du pipe aussi, hein, mais un petit peu aussi. et voilà, qui a un peu tout fait aussi. Mais on le voit, voilà, bon, Cusson, mais le meilleur exemple, encore une fois, c'est Candide. À l'époque, quand on avait 18 ans, il y avait du big air, il y avait du slopestyle, il y avait du pipe, il y avait des compètes de freeride. Candide, à 16 ans, il finit 4e à la compète de freeride à Courchevel, en mettant des backflips dans tous les sens. C'était complètement nouveau pour ça. Et il a aussi. gagné le Freeride World Tour. Et derrière, voilà, c'était ça. Mais la progression du sport dernièrement, on va dire, c'est justement hein, ces 4-5 dernières années, fait qu'il y a une obligation de spécialisation. C'est un sport qui demande énormément physiquement, au niveau des impacts, au niveau de tout ça. Et si on enchaîne toutes les compétitions, on le voit, les derniers capables de faire ça, ils sont plus que 2 ou 3. Il y a Gus Kenworthy, il y a Jossie Wells, il n'y en a plus beaucoup. Et Jossie a mis de côté le halfpipe pour concentrer sur le slopestyle parce que c'était trop compliqué sur des compétitions d'envergure de pouvoir être performant dans les deux. Et ça fait partie aussi de la progression de ce sport, c'est sûr. Et c'est plutôt positif. C'est positif. Merci à vous, merci Antoine, merci Raph. On va en terminer là-dessus. Ça m'a vraiment fait plaisir de reparler de tout ça et de l'esprit du ski freestyle parce que c'est ça qui est important. C'est l'état d'esprit du ski freestyle qui doit survivre. Et c'est exactement ce que tout le monde va pouvoir retrouver là ce week-end. Hein. C'est l'esprit du ski freestyle. On a toutes les générations, on a des snowboarders qui ne sont pas des compétiteurs, on a intégré les filles, le format est différent. On garde cet esprit autour du Soch Big Air et du High Five Festival et c'est important pour nous aussi de continuer à persévérer dans cette direction. Et un Big Air urbain, c'est vrai que ça existe depuis que le freestyle existe. Et quand on est au sommet de cette rampe, voilà, on est dans le freestyle. C'est ici que ça se passe. Merci à vous, on se retrouve dans quelques minutes pour la 2e émission, puis la 3e, on enchaîne. Dans la prochaine, on va parler JO, de nouveaux Jeux Olympiques avec les futurs médaillés, on espère. Merci à vous. Merci.